Bonjour mes amis, il y a certaines ruptures amoureuses qui se font dans la discussion, dans les échanges, dans les thérapies de couple. On en parle pendant des jours, des semaines, parfois des mois. Et puis, on dit qu'on va se séparer. Ça, c'est un cas idéal où les deux parties décident d'un commun accord et intelligemment qu'on n'a rien à faire ensemble. Bon, ça, c'est une chose. Peut-être 1%, 3% des ruptures sont comme ça. Malheureusement, il y a d'autres ruptures, ça se passe pas comme ça. Il y a des non-dits. L'autre est parti sans un bruit, en silence. Alors, ça peut être du jour au lendemain, t'as plus de nouvelles, t'es ghosté, tu sais pas ce qui se passe. Et puis ça peut être des cas plus bizarres, plus compliqués, où par exemple, il y a eu une grosse dispute, et puis derrière, on n'a plus rien. Alors, il y a notre ego qui se met en marche, il y a son ego qui se met en marche. Aucun d'eux ne fait un pas l'un vers l'autre. Et il y a un grand silence entre vous deux. Un silence qui nécessiterait probablement une grosse discussion. Et on ne sait pas si on doit partir en silence radio pendant quelques semaines, quelques mois, si on doit renouer un contact. Et je te propose qu'aujourd'hui, on voit 11 raisons qui font que parfois, il y a cette espèce de silence qui est gênant. Un silence qui devrait faire place à une discussion. Sache qu'un silence dit beaucoup de choses sur l'autre. Un silence, ça parle. Mais dans cette liste, il y en a beaucoup qui ne te correspondront pas. Donc, tout le long de cette vidéo, rappelle-toi bien comment était ton ex, comment tu étais toi, pour déterminer quel est le cas de figure qui te correspond le mieux. Avant de démarrer, je te parle juste de ceci. Petit aparté dans la vidéo pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle Avez-vous une chance de récupérer votre ex? Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne? Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Alors quand je te parle de silence, souvent il y a des espèces de tentatives de communication. Tu as peut-être par exemple envoyé un soir à 20h un « je t'aime » et puis pas de réponse. Du coup, à 20h06, un « je te déteste » parce que l'autre ne t'a pas répondu. Et puis, à 20h32, tu vas envoyer à nouveau « Désolé, c'est pas ce que je voulais dire ». Et puis, à 20h45, t'effaces tous les messages que t'as envoyés. Et puis, tu fais un audio, puis tu l'effaces. Et puis, t'envoies une photo, puis elle est pas bonne. Et puis, tu vas recommencer à 22h. Je te déteste, pourquoi t'as fait ça? Et puis, à 23h, non, écoute, je t'aime, on devrait parler. Donc, tu vois, il y a aussi ce genre de silence qui sont un peu dans la gênance. C'est-à-dire que t'as quand même des tentatives de démarrage. Rappelle-toi de cette voiture qui marche pas sur le bord de l'autoroute. De temps en temps, tu mets un coup de contact dedans. Ça fait cette espèce de bruit de moteur qui essaye de démarrer, un vouf, 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 mais il n'y a rien derrière. Et ta relation est peut-être comme ça aujourd'hui. On va comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce silence et en fonction, tu auras ton plan pour rétablir une communication. Le tout premier, attachement anxieux, c'est ce que tu as en face de toi. C'est moi. Typiquement, je suis très capable même de partir en silence. Je dis pas que c'est une bonne chose. Je pense même que c'est, je dirais pas stupide, mais c'est pas sain, c'est pas équilibré, c'est pas normal. J'ai changé avec le temps. Une personne anxieuse, elle va se suradapter à l'autre en permanence. Dans un couple, il est nécessaire de s'adapter à l'autre. Le souci, c'est quand tu es dans la suradaptation, quand tu fais tout comme l'autre, tout ce que veut l'autre, parce que tu es toujours dans la peur que si tu ne sois pas exactement celui que l'autre aimerait que tu sois, alors tu pourrais être quitté. Et ça, t'en as peur. C'est quasiment un sentiment vital. T'as un danger de mort. Si jamais je ne fais pas ce que l'autre veut, il va me quitter. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Au début de la relation, on est quasiment pareil. T'as tes petites spécificités. Et puis tu commences à accepter des choses. Et puis tu t'écartes de plus en plus du chemin de ce que tu devrais être. Au bout de quelques mois, de quelques années, ta vie n'a quasiment plus aucun sens. T'es juste en train de faire ce que l'autre veut. T'acceptes tout. L'autre veut aller au théâtre, t'y vas aussi alors que t'aimes peut-être même pas ça. Tu fais des choses du quotidien qui ne te ressemblent pas. Et un jour, tu pars parce que qu'est-ce que tu pourrais dire à l'autre? Qu'est-ce que tu pourrais lui annoncer? Oui, je suis une supercherie, je suis une fraude. Je me suis adapté à ta vie en permanence. Et le problème, c'est même pas toi, le problème, c'est moi. En réalité, c'est moi qui me suis adapté à toi en permanence, qui n'ai pas su dire stop, qui n'ai pas su imposer mes choix et mes goûts. Et face à cette honte de s'être trop adapté, tu vas dans ce cas-là partir un grand coup. Tu vas partir parce que tu sauras même pas quoi dire. Tu sauras même pas comment expliquer à l'autre qu'il a en face de lui quelqu'un qui a mis de côté sa propre vie juste pour être accepté, juste pour ne pas être rejeté. Est-ce que tu as l'impression que ton ex avait ce type d'attachement ou pas? C'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, des fois on essaye de mettre ça sur attachement anxieux, attachement évitant, dépendance affective, etc., trouble mental, pervers narcissique. Des fois c'est juste que tu es face à un mec, face à une femme qui a une pauvre communication.
À une époque où on envoie des smileys, où on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas choquer, on n'ose plus s'affirmer. La société nous a appris à ne plus nous affirmer, à ne plus rien dire, à écouter, à subir. Et ben, t'as peut-être en face de toi quelqu'un qui n'a aucune communication, qui ne sait pas dire les choses. Est-ce que c'était ton cas de figure? Est-ce que t'étais là-dedans? Est-ce que l'autre savait s'exprimer? Est-ce que vous avez eu des grandes soirées comme des espèces de débats où on parle de tout et de rien, on refait le monde? Ou est-ce que c'était pas trop son truc à lui? C'était plutôt un taiseux, peut-être un peu comme son père, un peu comme sa mère. Ou alors toujours très en superficialité dans ce qu'il disait. Un indice, souvent le métier de l'autre te donne à peu près son niveau de communication. On peut imaginer qu'un commercial aura beaucoup plus de facilité à discuter, à communiquer qu'un bûcheron. Je fais des grandes règles, je fais des grands clichés aujourd'hui, mais tu vois à peu près l'idée. Il y a des bûcherons qui parlent très bien au passage, et des commerciaux qui sont très fake, qui disent des choses qu'on veut entendre, qui ne sont pas dedans. Mais en règle générale, on apprend à communiquer à deux endroits. Le premier, c'est dans sa famille, sauf que tu n'as peut-être pas le bon exemple. En face de toi, tu n'as peut-être pas le bon modèle de parents. Et le deuxième, c'est dans le travail. C'est là qu'on va t'apprendre à communiquer. Un mec qui serait informaticien face à son ordi, nuit et jour, n'est pas quelqu'un qui est face à de la clientèle en permanence, qui a appris à s'exprimer, qui a appris les subtilités, qui a appris que c'était bon de dire les choses. Troisième cas de figure, troisième raison, c'est la facilité. Tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas très courageux, quelqu'un qui est pleutre, quelqu'un qui n'a jamais su affronter réellement. Peut-être même que dans sa famille, c'était pareil. Face au père, face à la mère, il se taisait. Et là, c'est facile. Je pars, je vais rien dire. Je ne vais surtout pas expliquer parce que j'aurais peur du drame en face de moi. J'aurais peur de voir des larmes. J'aurais peur de devoir me justifier aussi. Peut-être même qu'à l'intérieur, il ne sait pas exactement pourquoi il parle, cette espèce d'intuition que ça va pas, mais il ne veut pas être confronté en drame. Peut-être aussi qu'il veut fuir les émotions parce qu'il ne connaît pas ses propres émotions à lui. Il ne sait même pas pourquoi il ressent ça. Son instinct lui dit ça ne va pas, je ne suis pas amoureux, ou ça se passe mal, ou il y a un truc que je n'arrive pas à régler. Ou peut-être que l'herbe serait plus verte ailleurs parce qu'il repère doucement d'autres couples qui ont l'air plus simples. Peut-être même encore qu'il dragouille un peu sa collègue de bureau et il se dit allez, il y a des émotions, ça ne va pas, je ne veux pas être confronté à ça. Donc ni face à lui-même, ni face à l'autre. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. T'as aussi des profils qui sont plus inquiétants, qui n'ont pas du tout d'empathie. L'autre souffre, tu pleures. Peu importe. C'est un mec, par exemple, que tu n'as jamais vu pleurer. C'est une femme qui est plutôt dure. Et parfois, ça cache même autre chose. Il y a peut-être des choses qui sont très fragiles au fond de lui ou au fond d'elle qu'il cache par une espèce de barrière. Il a mis comme une espèce de ciment, une chape de plomb sur ses émotions. Il ne veut rien ressentir. Tu souffres, ça lui fait rien. Il te regarde comme une espèce d'animal. Toi, tu pleures. Toi, tu es à genoux. Toi, tu bafouilles. Toi, tu as des larmes de partout. Tu as le rimel qui coule. Tu baves. Quand tu parles, tu ressembles plus à rien. Tu es hirsute. L'autre en face, il te regarde comme ça. Il fait « Ok, c'est gênant. Je ne sais pas. Je ne ressens rien aujourd'hui. » Parfois même, ça peut lui plaire. Tu peux voir un sourire dans ses yeux. Sur les profils pervers narcissiques, sur les profils psychopathes. Ce sont des gens qui adorent ça. Ça peut être aussi quelque chose de superficiel. Vous avez une relation de quelques mois, même voire d'un an, tu vois. Disons un peu moins d'un an, en tout cas. Dans tous les cas, ce serait moins d'un an. Il consomme cette relation, ou même quelques jours. Tu l'as croisé sur un Tinder, sur un Adoptamec, sur un Mythique, sur un Bumble, et une fois que c'est consommé, une fois que sont passés les 3 premiers mois de relations superficielles, de boost, de lune de miel, ça l'intéresse plus. Et il va de relation en relation. Tous les 3 mois, ça change. Des fois, il y a des petites pauses. Pendant 6 mois, il n'y a personne. Et puis, ça recommence. Incapable de s'engager réellement dans une relation, juste à profiter de l'autre. Tu peux aussi avoir quelqu'un qui n'est pas humain. T'es juste un objet. Ça va dans la suite, tu vois. Il t'utilise, il te jette. Ça va l'amuser quelque temps, que ce soit le temps d'un week-end, le temps d'une semaine, le temps de quelques mois. Et puis, il va te jeter juste après. Que ce soit un homme ou une femme, la civilisation a changé. C'était très masculin tout ça dans le temps, jusqu'à il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, on trouve exactement la même chose chez les femmes. Je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça. Je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça. Je dis juste que il y a une partie des hommes qui est comme ça et une partie des femmes qui est comme ça. Un autre cas de figure, c'est un monologue imposé. Il t'a sorti son truc, il t'a envoyé son long paragraphe, il t'a envoyé son long email en te détruisant. Le problème, c'est toi. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est toi qui es la cause de tout ça et c'est pour ça que je pars. Moi, j'étais la bonne personne là-dedans. Tu es coupable. Et c'est long et ça n'a pas de sens. Et c'est je. J'ai souffert, je ressens ceci, je ressens cela. Quand ça parle de lui, c'est la victime. Quand ça parle de toi, c'est le bourreau. Et une fois qu'il t'a parlé, il te bloque. Et s'il ne te bloque pas, par exemple sur WhatsApp ou par SMS,
Il peut même te bloquer dans le fait de ne pas répondre à ce que tu envoies. Ça peut être aussi une personne qui a un besoin de contrôle, qui va tout arrêter, sans rien donner. Contrôler l'autre peut passer par un silence. C'est celui qui se tait qui a le dessus. Quand tu vas faire un entretien d'embauche, par exemple, la RH qui est en face de toi, c'est elle qui fera les silences. Et c'est toi qui vas ramer, qui va devoir parler, qui va devoir combler les vides. Celui qui ne parle pas est toujours supérieur. Et là, c'est exactement ce qu'il fait. En plus, dans ce contrôle, il voit bien que tu es attiré, que tu es accroché à lui, que tu vas te débattre, que tu vas tout faire pour revenir. Sur certains profils, comme par exemple les profils histrioniques, il y a même un plaisir à ça. J'ai 10 de mes ex qui me courent après et ça me rend heureuse. Je suis contente de voir que tous ces gens me courent après. Ça veut donc dire que j'ai de l'importance. Ça veut dire que je suis une femme qui est géniale. Ça peut être aussi une personne qui est égocentrique totalement. Seule sa réalité va compter. Seules ses émotions seront importantes. Toi, ce que tu ressentes, il en a rien à faire. Et encore une fois, si c'est une femme, va voir du côté de son père. Si c'est un homme, va voir du côté de sa mère. Généralement, tu auras à peu près les informations. Ça peut être aussi une punition qui est déguisée. Il a eu mal, il va te faire mal aussi. Je te dis ça, on dirait que ce sont que des gens malsains. Beaucoup de gens sains utilisent la punition sur l'autre. Il s'est mal comporté. Il doit changer. Et tant qu'il ne changera pas, je ne reviendrai pas là-dedans. Et tu essaies d'expliquer parfois à des gens que c'est probablement un ego qui est mal placé. C'est pas normal de punir. On punit éventuellement un enfant qui a une mauvaise note, qui a un mauvais comportement. T'es pas censé punir ton compagnon, t'es pas censé lui mettre une sanction quand ça se passe mal. T'es censé être un adulte qui vient, qui parle, qui communique. T'es censé mettre ton ego de côté. Et t'arrives dans cette espèce de schéma qui est bizarre. Je ne me vois pas aller contacter mon ex parce que ça ferait du mal à mon ego. Je préfère que mon ex vienne me parler. Et si je reste loin, ça va être pour punir mon ex. Tu vois ce qui se passe? Il y a deux moteurs psychologiques qui sont en parallèle. Tout d'abord, c'est un ego qui est mal placé. Je me dis que si jamais je contacte mon ex et que mon ex ne me répond pas, alors je vaudrai rien. Je serai inférieur. Ce qui est totalement faux. Sur ce premier moteur, c'est totalement faux. C'est pas celui qui communique et à qui on ne répondra pas qui sera inférieur. Ta valeur intrinsèque, elle est toujours la même. Et je dirais même que si tu communiques, ta valeur augmente. Tu es capable de communiquer face à un problème. Tu es capable de dire les choses à l'autre. Un bon négociateur, lorsqu'il y a une prise d'otage quelque part. Le négociateur, c'est celui qu'on appelle, c'est quelqu'un de rare. On va l'appeler pour qu'il vienne dénouer une situation. Les gens en face de lui ne veulent pas parler. Ils veulent faire péter la banque. Ils n'en ont rien à faire. Et c'est lui qui aura le courage, le talent, l'intelligence de comprendre à qui il a affaire. C'est lui qui va venir démarrer cette discussion. Et si jamais en face ça répond pas, est-ce que ça veut dire que le négociateur est nul? Non, non. Ce sont les gens dans la banque. Ce sont les malfrats qui sont nuls. C'est ceux qui ne répondent pas. Ta valeur ne diminue pas parce que tu tentes un contact, même si on ne te répond pas. Ça, c'est le moteur numéro 1. Deuxième moteur, c'est de se dire, je vais punir, il doit comprendre. Un couple ne fonctionne pas comme ça. On ne punit pas par le silence, c'est de la manipulation. On vient parler avec l'autre. On vient essayer de comprendre. On essaye d'avoir un discours qui est logique. Et il y a des cas de figure où on n'est pas capable parce qu'on est trop sensible, trop fragile, c'est pas le bon moment. Je dis pas que tu dois dès aujourd'hui aller communiquer avec ton ex. Parce que parfois, c'est même pas une question d'ego, c'est juste qu'on est fragile, on est sensible. On a beaucoup donné, beaucoup souffert et c'est pas encore le bon moment. Mais il va arriver un temps où tu seras capable de communiquer intelligemment avec l'autre. Mais garde bien en tête que dans cette souffrance, dans cette sensibilité, si tu te dis aujourd'hui, d'une part, si je communique et qu'on me répond pas, mon ego va prendre cher, je vais souffrir, c'est que tu penses mal. Deuxième chose, c'est que si tu te dis, je vais partir pour que l'autre comprenne, pour le punir, ce n'est pas une bonne idée. Tu dois faire un silence radio pour que chacun se remette en cause de son côté. Tu te remets en cause, l'autre se remet aussi en question pour pouvoir revenir et créer une bonne dynamique. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupèremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire quand il y a un silence après une rupture, ne bombarde pas de messages qui se contredisent. Je t'aime, je te déteste. Revenons ensemble,
Non, je ne veux plus jamais te voir de ma vie. Ne fais surtout pas ça. Ne supplie pas, ne te dévalorise pas. Ne cherche surtout pas à passer par ses proches. Je ne sais pas pourquoi. En ce moment, c'est une épidémie. Tout le monde le fait. Oui, mais je parle avec sa sœur et sa sœur est plutôt de mon côté. Ne fais jamais ça de ta vie. Ne parle pas à ses proches. Ne dramatise pas avec des phrases qui te réduisent, comme par exemple « Je décède sans toi, je meurs sans toi, c'est la fin de ma vie ». Voici 5 réflexes simples pour garder ta dignité. Dis une bonne fois pour toutes ce que tu ressens, avec calme, sans insulte, puis stop. Ça montrera que tu es bienveillant et que ta porte est ouverte. Ne deviens pas un spectacle. Ne mets pas toutes ces affaires par la fenêtre. Ne parle pas de ça en boucle à tes amis. Trouve-toi un thérapeute, trouve-toi un psy, passe par mon équipe, on est là pour ça. On est là pour parler de ça intelligemment. Tes amis sont là pour te réconforter, ils ne sont pas là pour t'aider. Ils essayent de t'aider, mais ils sont surtout là pour te dire exactement ce que tu veux entendre. Tu te rends compte de ce qu'elle m'a fait? Tu te rends compte de ce qu'il m'a fait encore la semaine dernière? Qu'est-ce que te disent tes amis? Oui, tu as raison. Quoi que tu dises, tu auras toujours raison. Tes amis sont là pour te soutenir. Mais ce ne sont pas des thérapeutes, ce ne sont pas des psychologues, ce ne sont pas des coachs qui ont déjà vu ça 10 000 fois dans leur vie. Ils vont juste transférer leurs expériences sur les tiennes par miroir. Et ben moi, j'ai vécu ça aussi avec Marie-Sophie. Donc, tu devrais faire ça. Non, stop. Appelle quelqu'un de pro. Si cette relation compte pour toi, fais-toi aider pour devenir un super communicant, pour devenir quelqu'un qui est convaincant, quelqu'un qui vient donner le bon message de manière chirurgicale au bon moment pour que ça marche. Si ça répond pas après plusieurs tentatives, laisse-lui du temps. Dis-toi, pour le moment, c'est fini. J'arrête mes efforts. On recommencera dans quelques temps, quand l'autre sera prêt, quand j'aurai changé, quand il aura changé. Redresse-toi. Ramper derrière quelqu'un, c'est oublier sa propre valeur. Mets l'énergie sur toi. L'énergie va là où on regarde. Regarde-toi aujourd'hui. Mets cette énergie sur toi. Mets ces réflexions sur toi. Plutôt que de te dire, est-ce qu'il pense à moi? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Dis-toi, comment est-ce que je peux progresser aujourd'hui? Mets toutes ces phrases sur toi. C'est ça qui fait que tu vas devenir brillant, que tu seras lumineux et magnétique. Reste digne. Ne fais pas de romans dans ta tête. N'imagine pas des scénarios à la Walt Disney. Sois réaliste. Reviens à la réalité. Oui, c'est une belle relation. Oui, tu es amoureux. Tu peux être amoureux de loin aujourd'hui. Et le bon moment, si vous êtes tous les deux dans la bonne direction avec le même objectif, oui, vous pourrez vous mettre ensemble. Il y a plein de cadeaux sous cette vidéo. Regarde, c'est dans les liens qui sont en dessous, dans la description. Tu vas trouver, c'est assez facile. YouTube le cache, mais tu sais, quand tu vas dans la description, tu peux cliquer. Il faut chercher bien que toi et tu peux ouvrir cette description. Dedans, il y a des formations vidéo gratuites. Il y a des e-books gratuits. Il y a une application qui est gratuite. Il y a aussi toutes les personnes de mon équipe qui sont là pour toi. Notamment, il y a Vincent qui est génial. Il va t'orienter dans notre équipe vers la bonne personne, celle qu'il te faut aujourd'hui. Ne perds pas de temps. Ne gâche pas tes chances. Agis de manière stratégique. Sois un stratège. Sois un négociateur. Celui du FBI. Voilà mes amis, je vous aime. Salut à tous, bye.